Aïe caramba les copinous de la Bogosita, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo autour de la FAQ qui sera beaucoup plus ciblée, comment faire pour se relever, les questions autour de ma vie amoureuse, etc. Et je réponds aux petites questions qui m'avaient été posées. Voilou. Alors, une question qui est revenue assez souvent, je l'ai dit dans la précédente FAQ, mais je vais quand même la redire dans celle-ci. Est-ce que je compte rester définitivement en Martinique? Je ne me projette pas en termes de choses définitives. Pour le moment, je recherche surtout de la stabilité pour moi, de la stabilité pour mes enfants. Donc, si je trouve que mes enfants sont bien et stables, où on est resté là un certain nombre de temps, maintenant, si vous voulez, je ne me dis pas « Ah, je me vois toute ma vie finir en Martinique ». Tout comme je ne me dis pas non plus « Ah, je me vois partir à Paris ou à Londres ». J'ai pas de projection. Vous voyez, j'ai pas vraiment de projection. Je recherche surtout la stabilité sur l'instant présent et ensuite le travail à mes projets, sur mes différents projets. Donc, si mes différents projets m'amènent ailleurs, je verrai à ce moment-là si c'est compatible avec la stabilité émotionnelle, etc. de mes enfants. Mais sinon, je ne me projette vraiment pas plus que ça dans les choses parce que je ne vois pas dans le futur, tout simplement. Comment arrives-tu à rester forte malgré toutes tes craintes personnelles et tes enfants? Alors, déjà, il faut savoir que je n'ai rien entrepris toute seule. Ce que je veux dire par là, moi, je suis partie de chez moi fin novembre. Je crois que c'était le 28 novembre, donc on peut arrondir à début décembre si on veut. Il faut vous dire qu'entre le 28 novembre, quand je suis partie, et le 15 ou 16 décembre, je crois, quand je suis arrivée en Martinique, j'avais déjà vu la psy 2 fois. Il faut vous dire que entre cette période-là de décembre et fin janvier, j'avais déjà trouvé une psy ici que je voyais, que ça soit en termes de psychologie classique, thérapie holistique, soins énergétiques, etc. Je pense que l'un de mes points forts, c'est de savoir faire le point sur où j'en suis, ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable. Ce dont j'étais capable, c'est de faire une mise au point. Et j'en ai parlé à ce moment-là sur Instagram, j'ai fait un audit de life. Ça veut dire qu'à partir de ma petite roue de la vie, j'ai regardé dans chacune des sphères de ma vie où j'en étais. J'ai regardé ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire pour changer la situation. Par exemple, dans la catégorie maison, en réalité, à part remplir toutes les demandes de logement possibles, etc., envoyer les documents nécessaires et attendre, je ne pouvais pas faire forcément grand-chose d'autre, à part recommencer à travailler comme je pouvais sur les réseaux parce que quand tu n'as pas de permis ici, tes enfants ne sont pas en mode de garde, etc. Tu n'as pas forcément d'autres possibilités pour gagner de l'argent, etc. Donc, me dire d'essayer de reprendre un peu le travail comme je peux sur les réseaux pour déjà avoir une stabilité financière qui me permette de gérer le quotidien avant de me visualiser vers la gestion d'un appartement, etc. Ce genre de choses-là. Passer son permis aussi. Et du coup, ça fait que par exemple, pour le pôle maison, dans le quotidien, à partir du moment où tu sais que tu as déjà fait tout ce qu'il y a à faire côté administratif, qu'est-ce qui te reste à faire dans le quotidien? Donc moi, simplement, si vous voulez, au lieu de me morfondre sur moi-même en me disant « Oh, j'ai pas encore eu de logement, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, etc. » Ce que j'avais prévu, c'était d'aménager un peu cet espace pour que ça fasse beaucoup plus solinien. J'avais acheté des toiles, j'avais acheté de la peinture. Mais je me suis rendu compte que ce que j'avais en tête, ça me demandait quand même d'acheter certaines matières premières. Et je me suis dit, au lieu d'acheter ces matières premières-là, je peux faire autre chose, comme par exemple m'acheter de la jolie vaisselle qui me fait plaisir et acheter des choses à cuisiner et cuisiner parce que cuisiner, c'est quelque chose qui me fait fondamentalement plaisir. Donc, ça fait que dans mon quotidien, j'avais toujours quelque chose qui me permettait de me visualiser positivement dans mon prochain chez moi. Ah, quand j'aurai mon chez moi, je me ferai des trucs bons à manger, je me ferai ma petite cuisine, j'aurai ma jolie petite vaisselle, etc. Patati, patata. En fait, j'ai fonctionné comme ça pour tous les aspects de la vie par rapport à mon audit de life. Et ça m'a permis de voir sur l'instant T au quotidien ce dont je suis capable ou pas. Donc, les choses qui ne sont pas je ne vais pas dire en ma possession, mais à partir du moment où tu sais où tu as envoyé tous les documents administratifs et que tu attends un retour, qu'on revienne vers toi,
à part relancer les gens toutes les 2-3 semaines, etc., c'est pas comme si tu peux activement faire autre chose. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un lâcher-prise qui vient automatiquement parce que je considère qu'il y a des choses où ça ne sert à rien de s'accrocher à, alors que de toute façon, tu n'y peux rien, en fait. Donc, voilà. Et à côté de ça, j'étais aidée avec des professionnels puisque moi, le problème que j'ai, vous savez, dans la psychologie, il y a différentes problématiques. Enfin, je mets les gens dans différentes problématiques. Les gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur cerveau, les mécanismes qui se mettent en place et qui, en allant voir le psy, ça les aide à conscientiser tout ça pour avancer. Et les gens comme moi qui cogitent énormément, font beaucoup de recherches, se documentent beaucoup, lisent beaucoup de livres et qui, au final, quand ils vont chez le psy, ils savent déjà d'où viennent leurs traumas, ils savent déjà d'où ça vient, ils savent déjà comment faire pour entre guillemets, les guérir, etc. Mais qu'il y a des choses qui coincent. Pourquoi? Parce que la guérison, ça demande une part de conscient et ça demande une part d'inconscient. Par exemple, si tu as une plaie sur le bras, la partie consciente, ça va être de désinfecter et je ne sais pas, peut-être de mettre une crème dessus ou de mettre un pansement. Mais c'est pas en regardant ta plaie H24 tous les jours qu'elle va guérir plus vite. Il faut que tu continues, que tu ailles vaquer à tes occupations. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est plus cet aspect-là de la thérapie, se déconnecter un peu. Pas se déconnecter du cerveau, mais lâcher prise, parler d'autres choses, parler de choses peut-être moins graves pour que mon cerveau puisse faire le travail lui-même de processer tout ce côté traumatique, sachant que j'ai déjà toutes les connaissances de ce type de mécanisme-là. Je ne sais pas si la réponse est claire. Alors, j'y réponds parce que c'est une question qui revient très souvent, même si j'y réponds régulièrement. Est-ce que j'ai pu partir avec mon chat? Donc non, mon chat du coup est chez une amie. Est-ce que j'ai un mode de garde pour eux? Non. Quel type de thérapie fais-tu pour aller mieux? Alors en ce moment, alors je dis en ce moment, parce que comme j'ai des petits soucis pour me véhiculer, j'ai un peu arrêté, mais je vais bientôt reprendre. Je vois une psychologue clinicienne qui est géniale, je l'aime beaucoup. Et je fais aussi, je ne saurais pas comment dire, c'est une espèce de psychothérapie avec un monsieur qui fait de l'énergétique, qui est très très bien aussi, que j'aime beaucoup. Donc c'est surtout ces deux choses-là que je fais. Et voilà, et ça m'aide beaucoup. Et moi, à côté de ça, je fais beaucoup de journaling. Je fais ah mince, comment ça s'appelle? Je m'enregistre des subliminaux positifs que j'écoute au cours de la journée, etc. et tout et tout. Avant, je me créais mes propres pistes d'hypnose, mais j'ai pas pris le temps de faire ça. Donc, je fais surtout des subliminaux que je me suis enregistrés et que j'écoute au cours de la journée. Voilà. Comment as-tu confiance en toi? Alors, franchement, c'est vrai que j'ai regardé les questions vaguement avant de répondre à la FAQ. Je trouve que c'est une question qui est vraiment plutôt complexe. Donc, je pense que je préférerais y réfléchir plus longuement et peut-être faire une vidéo peut-être dédiée totalement à cette question-là. Mais je pense que pour moi, la confiance en soi, ça passe par l'acceptation de soi à ces différentes étapes. C'est avoir la confiance que c'est OK d'être nul, que c'est OK d'être moyen, que c'est OK d'être bon, que c'est OK d'être au-dessus de la moyenne, etc. Que les compétences qu'on peut avoir, on n'est pas forcément obligé de les quantifier ou de leur donner, vous savez, un superlatif de « ah c'est bien, c'est pas bien, c'est moins bien que, c'est plus bien que », etc. Et se dire que comme on est, c'est très bien, juste comme on est, point. Et, mais je pense que c'est un truc vraiment plus à creuser, donc je vais y réfléchir, prendre des petites notes et puis faire une vidéo totalement dédiée sur la confiance en soi. Parce qu'il y a une différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en ses capacités. Parce que quand tu as déjà mené des actions qui ont porté leurs fruits, tu n'as pas réellement confiance en toi. Tu as confiance en des choses que tu as déjà vues, des choses qui sont palpables. Donc, c'est un truc qui est totalement différent. Donc, je vais réfléchir vraiment à cette question-là précise et je vous ferai une vidéo dédiée dessus. J'ai pris une petite pastille pour la gorge entre-temps. Alors, aujourd'hui, peux-tu dire que tu es guéri de ce qui s'est passé? Absolument pas. Absolument pas, parce que
ben, c'est des choses que je n'ai pas vu venir, c'est des choses que je n'ai pas compris. Et c'est aussi pour ça, dans le début de la vidéo, que je disais que c'est important d'aller voir un psy ou une psy ou peu importe le type de thérapie dans lequel vous êtes en adéquation. Parce que c'est bien d'avoir ce regard extérieur à la situation qui peut mettre tout en relief. Parce que par exemple, j'ai lu plein de trucs sur les réseaux en mode ouais, mais bon, si les red flags, tu les vois pas, machin, nanani, nananan. Et puis après, tu viens pleurer qu'il t'est arrivé des trucs alors que les red flags, machin, nanani, nananan. Et c'est des messages qui arrivent alors que moi-même, dans mon cas, j'étais déjà en fait en train de m'auto-flageller, en train de me dire, mais à quel moment j'aurais pu genre prédire que des dingueries comme ça se seraient passées. Et ma psy m'a grave recadré en mode que c'est mon mode de fonctionnement qui est sain. Parce que c'est pas normal de se poser autant de questions dans une relation, notamment où dans la mienne, je n'avais pas de raison de me poser ces questions-là. Je vais vous donner un exemple, ok? Imaginons, on est là, alors, comme vous n'êtes pas sur le canal, vous ne savez pas, mais du coup, le nom de cette personne, le nom que j'ai donné à cette personne, c'est Hans Petitgros, parce que je trouve qu'il représente très bien ces deux personnages-là. Bref. Donc, on va dire que je suis là dans la maison, etc. Et qu'il y a Hans Petitgros qui vient me dire « Ah, mes potes font un repas, etc. Ils m'ont invité parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour se raconter un peu ce qui se passe dans nos vies, machin, nanani, nanana. C'est tel jour, telle heure. » Je lui réponds « Ah ben ok, ben cool, en plus ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes amis, machin, ben génial, ok, je continue ma vie. » Lui, il me dit ouais, mais je sais pas si j'ai envie d'y aller parce que, tu sais, ils sont un peu particuliers et puis je trouve qu'en discutant avec eux, ils sont jaloux de nous, etc. Déjà, ils me rabaissent beaucoup sur ma réorientation professionnelle et le fait que je travaille avec toi. Ils me disent que j'ai pas un vrai travail, etc. Et du coup, ça me met un peu mal à l'aise. Je sens qu'ils sont pas contents pour nous, ils sont pas contents de ce que je fais. Je me sens beaucoup rabaissée, etc. Donc, moi, je lui dis, ah ben, est-ce que tu as déjà essayé de leur en parler? Peut-être qu'en discutant avec eux, etc. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que tu as essayé de discuter de ça avec eux, etc. Patati, patata. Et puis, je lui dis, mais par contre, si tu trouves que même en discutant avec eux, c'est quelque chose qui revient genre régulièrement, peut-être au-delà de juste se poser la question de est-ce que tu as envie de les voir ce jour-là, ce soir-là pour aller manger avec eux des steaks et des homards, que sais-je, se poser la question de est-ce que c'est des gens que tu as envie d'avoir dans ta vie? Parce que ben, si dans le quotidien, tu te dis « Ah, mais cette personne-là me parle, mais bon, je sens que la personne, en vrai, c'est un haters de ma vie, etc. » Est-ce que tu as vraiment envie que cette personne-là soit ton amie? Je lui dis ça, je continue ma vie. Il revient, il me dit « Ah, finalement, j'ai décidé de ne pas y aller parce que tu sais, franchement, je pense que j'ai pas besoin d'avoir ces ondes-là négatives dans ma vie. Voilà, je préfère me concentrer sur ma famille, sur toi, les enfants, sur les projets qu'on construit, etc. Patati patata. » Et je pense qu'un jour, je vais prendre le temps de leur expliquer mon point de vue et de pourquoi je souhaite m'éloigner d'eux, patati patata. Pour moi, la conversation se termine là. Imagine la dinguerie. Quand je découvre que, par exemple, une conversation comme ça, où lui, il me disait ça, lui, il va dire à ses amis, quand ses amis l'ont invité, « Ah, vous savez, je ne sais pas si je peux venir. » Parce que Soline, elle a vraiment ce besoin qu'on soit un couple fusionnel et qu'on soit H24 ensemble. Et en fait, dès que je ne suis pas à côté d'elle, ça l'angoisse, ça fait qu'elle ne se sent pas bien, etc. et tout. Et du coup, tu as ses amis qui lui disent « Ouais, mais elle est chelou ta meuf, vraiment. Enfin, on comprend que c'est ta femme, que c'est la mère de tes enfants, machin, tout ça. Mais bon, on ne trouve pas qu'elle a un comportement normal. » Et donc, Hans Petitgros qui dit à ses amis, non, mais il faut la comprendre, vous savez, elle a vécu des choses difficiles dans sa vie, et puis, elle n'a pas beaucoup d'amis, elle n'a pas de contact avec sa famille, donc vous comprenez, je suis l'unique personne sur qui elle peut compter, donc pour elle, c'est vraiment extrêmement important que je sois là avec elle tout le temps, et quand je ne suis pas à ses côtés, vraiment, elle le vit mal et tout et tout. Donc, ses potes finissent par lâcher un peu le truc, mais dans leur tête, je suis
la copine, mais supra relou, supra chieuse, etc. Et des exemples comme ça, il y en a v'là, il y en a v'là. Mais la réalité, c'est que dans la conversation que je vous ai relatée avec Hans Petitgros et moi, à quel moment tu te dis, le gars est là, il vient me parler du fait que ses potes ne soient pas super cool avec lui, qu'il se sent un peu mal à l'aise avec eux. À quel moment dans ta tête, quand tu es quelqu'un de sain, parce que c'est ce que ma psy m'a dit, en vrai, quand tu es quelqu'un de normal et de sainement constitué, dans une situation comme ça, tu ne te dis pas, s'il m'a dit ça, ça veut dire que c'est l'inverse et qu'en vrai, il est en train de mentir sur moi, à ses amis, il est en train de... Et du coup, ça fait que c'est dur en termes de confiance à l'autre parce que tu te dis, ben, en fait, il y avait genre aucun... je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de red flag, mais les trucs négatifs qu'il y avait, où on pouvait se poser des questions, c'était pas en mode « Ah, c'est une dinguerie qu'il va faire », mais plus en mode « Ah, est-ce que sur le long terme, c'est une relation qui va tenir? Est-ce que sur le long terme, professionnellement, on va continuer à travailler ensemble ?» Mais pas des trucs qui te font te dire « Maman, à tout moment, monsieur dérape et puis il dégaine sur moi et c'est bon, c'est la fin de mes jours. » Tu vois, genre, il n'y avait rien qui faisait dire « Ce gars-là, à un moment donné, il va juste péter les plombs et il voudra te tuer. » Tu vois, genre, il n'y avait pas du tout de trucs comme ça. Donc, ça crée vraiment une méfiance, genre plus. Et puis, on va pas se le cacher, par exemple, juste le problème d'amitié là que j'ai eu dernièrement, c'est des choses qui viennent un peu renforcer cette méfiance-là. Parce qu'il y a un peu ce côté de... Tu ne perçois pas quand les gens changent un peu d'humeur, d'avis, et puis tu te retrouves avec une petite tape et tout. Bon, après elle, c'était rien à voir avec Hans Petitgros, hein, rien à voir. Mais quand même, vous savez, il y a quand même ce truc de meuf, tu te méfies pas assez des gens, tu vois. Donc, je m'estime genre pas du tout guérie. Je vous filme cette vidéo en juillet, pas plus tard que hier soir, j'ai encore fait des cauchemars avec cette personne-là. Enfin voilà, je peux fréquemment, si j'ai vu quelque chose sur internet ou des choses comme ça, faire des cauchemars et tout. Par exemple, à un moment donné, il y avait la vidéo de Cassie qui avait fuité quand Puff Daddy lui courait après dans un hôtel et qu'elle était au sol et qu'il lui donnait des coups de pied dans les côtes, etc. et tout. Ben, moi, j'ai recommencé à faire des cauchemars pendant 3 semaines en revoyant quand Hans Petitgros a fait ça à Eldar, mon premier fils. Donc, non, je ne m'estime pas guérie. Maintenant, je lâche prise dans le sens où je sais que la guérison a son propre timing. Je sais que je fais tout ce qui est en ma capacité pour guérir. Et en fait, je me laisse le temps de... Je fais des activités qui me font plaisir. Je cuisine, je fais des danses imbéciles. Je scrolle sur les réseaux sociaux. Je lis des livres de romance. Je me documente sur des sujets complètement improbables. Je fais des choses qui me font me déconnecter totalement de cette situation-là pour laisser à mon cerveau le temps de processer toute cette succession de traumas. Parce que faut savoir que déjà, avoir perdu ma petite sœur, c'est vraiment un grand traumatisme. Parce que comme je vous ai dit, je ne sais plus c'était dans quelle vidéo je le disais, c'est difficile, tu sais, de te dire qu'un jour, tu es en train de... Un jour, tu es en train de prévoir d'aller manger dans un coffee shop. Et un truc qui est très dur pour moi concernant le fait qu'elle soit partie, c'est que, en fait, le jour où elle s'est sentie particulièrement mal, c'est le jour où j'avais découvert que, alors que ça faisait je sais pas, peut-être 3 mois en montant, 3-4 mois que je disais à Hans Petitgros de partir de la maison, de nous laisser, etc. et tout, que j'avais découvert que, alors qu'il était dans la maison et qu'il nous faisait vivre un enfer, il était avec une autre fille qu'il avait rencontrée à son travail. Et du coup, j'avais un groupe avec Myriam et Marjorie, si vous connaissez Marjorie, si vous me suivez depuis longtemps, et je leur disais que c'est vraiment du n'importe quoi, que je ne comprends pas pourquoi ils ne partent pas en fait simplement vivre chez cette fille-là et tout. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui l'avait encore plus énervé parce que je pense qu'il s'attendait, parce qu'il m'a trop tapé des phases en mode « Ah mais pourquoi tu es jalouse? Ah mais tu sais, c'est toi qui m'as dit que tu ne voulais pas me reprendre. » Et moi j'étais en mode « Mais
je t'ai jamais dit que je te reproche d'être avec cette meuf. Je veux que tu ailles vivre avec elle. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'en ailles et que tu nous laisses en fait. Ce qui me pose un problème, c'est que tu sois dans la maison avec nous à nous faire vivre une misère, alors que pendant ce temps, tu es en train d'envoyer des messages à une meuf en train de lui dire « Je sens que tu t'éloignes émotionnellement de moi, etc. Oh mon Dieu, je sens que notre connexion est en train je sais même plus comment il disait ça, mais trop des suis mielleux à la meuf et tout. » La meuf, elle lui donnait trop à l'heure, comme si je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais que pour la meuf, c'était un truc super anecdotique et que pour lui, c'était en mode « Oh mon Dieu, la connexion du corazon » et qu'elle était en mode « Mec, calme-toi un peu, je comprends pas trop c'est quoi ton délire ?» Et il lui parlait, il la gaslightait mais de malade. Il lui parlait en mode ouais, mais comment il lui avait dit ça? Elle fait des projections sur lui par rapport à son ancienne relation. Enfin, il s'est permis de lui dire trop des trucs qui pour moi étaient déplacés. Et en fait, il faut savoir que cette conversation-là, je l'ai vue parce que par le plus grand des hasards, en fait, son téléphone était déverrouillé à côté de moi. Et que pour l'unique fois en 5 ans, je me suis dit, ah mais tiens, qu'est-ce qu'il y a sur son téléphone? Et j'ai vu la conversation des suis-suis. Et donc, quand j'ai vu qu'il était en mode, mon Dieu, ton âme s'éloigne de la mienne, je me suis dit, mais attends, mais qui ça qu'elle est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que monsieur est en train de me pourrir la vie et puis il est en train d'envoyer des suis-suis comme ça à quelqu'un. Mais va vivre avec ta meuf, en fait, tu vois? Enfin, bref. Donc, ça a été tout un truc de violation de sa vie privée parce qu'il était mécontent que j'ai découvert qu'il avait fait des trucs avec cette meuf-là. Il m'a obligée à m'asseoir sur le canapé pour m'expliquer à quel point il était malheureux que sa relation avec cette meuf ne fonctionne pas. Et je me disais, mais est-ce que ce gars réalise ce qu'il est en train de me dire en fait? Et enfin, c'était très particulier. Du coup, j'étais là, je ne sais pas bouger du canapé parce qu'il était en mode « Ouais, quand c'est moi qui ai besoin de parler, tu ne me laisses pas m'exprimer, machin. » Donc, j'étais en mode bon, j'ai pas envie d'attraper un coup dans la conversation comme ça. Donc, je reste là, assise, pendant qu'il m'explique que c'est difficile pour lui parce qu'il essaye d'avancer et qu'au moment où il va ouvrir son cœur, il se retrouve face à une mère célibataire qui ne lui donne pas l'heure et tout. Et qu'il s'est rendu compte que la meuf, alors qu'il pensait qu'ils avaient une relation genre eux qui étaient privilégiés, il s'est rendu compte qu'elle faisait des bails avec d'autres gars de son équipe, blablabla, et que quand il l'a confrontée par rapport à ça, elle lui a dit que ce qu'elle fait ne le regarde pas, alors que pour lui, ils avaient une connexion. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre? Mais enfin bref, ça m'a beaucoup impacté parce que pendant que j'étais en train d'envoyer des messages à Myriam, je trouvais son absence de réaction bizarre en fait. Je me disais, ça ressemble pas à Myriam que je suis en train de lui raconter les dingueries que Hans Petitgros a fait, les dernières dingueries, et qu'elle ne me réponde pas. Et je me disais, il faut que je l'appelle, etc. et tout. Mais comme il m'avait énervé, je me suis dit, tu sais quoi, Soline, tu vas te calmer, tu vas aller te coucher, et puis demain matin, tu l'appelles. Même si c'était pas dans nos habitudes de nous appeler. On se faisait des notes vocales super longues, des trucs comme ça, mais on ne s'appelait pas forcément. Et je me suis dit, demain matin, tu te réveilles et tu l'appelles. Et le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt, bizarrement très tôt, genre beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Et puis, je suis allée me préparer, etc. Quand les enfants se sont réveillés, je leur ai donné leur petit déjeuner, je les ai préparés, machin, etc. et tout. Et puis, j'étais là, je faisais ma petite vie. Ensuite, quand j'ai vu mon téléphone, j'ai vu que le compagnon de Myriam m'avait appelé et j'ai su qu'il y avait un problème. J'ai su qu'il y avait un problème et donc comme je vous dis, c'est vraiment un enchaînement de choses traumatisantes et quand je me suis rendu compte, il y a de ça quelques mois, que sur des conversations vraiment basiques où pour moi il n'y avait aucun problème, il allait et il crachait sur mon dos auprès de ses amis, je me suis même demandé s'il n'a pas fait exprès de me pourrir la vie, particulièrement à partir du moment où Myriam est partie parce qu'il s'est dit, ah ben sa soeur n'est plus là, son seul repère n'est plus là, ses amis habitent loin d'elle, donc du coup comme elle n'aura que moi, finalement elle va se dire, ah ben comme il n'y a que lui, finalement je veux bien retourner avec lui, etc. et tout, alors que moi j'étais en mode, mais mec, mais genre archi pas, genre
on est les derniers survivants sur la Terre. Toi et moi, il n'y a pas moyen en fait. Et j'ai plus l'impression que c'est le fait de voir que malgré ça, je ne comptais pas le reprendre et qu'à côté de ça, ben, je me suis mise à travailler sur mes projets, je me suis remise à poster sur les réseaux. Et en fait, je ne me suis pas remise à poster sur les réseaux comme si de rien n'était parce que ce n'est pas que je voulais nier ma réalité et le fait qu'il me créait des problèmes. Mais si vous voulez, c'était ma façon à moi de continuer d'avancer. Dans le sens où, imaginons que tu es dans ta maison et que par exemple, tu as un problème de plomberie et que tes toilettes ne fonctionnent pas bien. Mais ta vie ne fonctionne pas que autour des toilettes, tu vois. Genre, tu peux travailler de chez toi, tu peux regarder Netflix de chez toi, tu peux faire plein de choses de chez toi en attendant qu'un plombier vienne réparer tes toilettes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était ma façon, en fait, de m'occuper des choses qui fonctionnaient et de me dire, bon, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, je m'en préoccupe pas et puis voilà, en fait. Pas de question, tu es une femme résiliente et positive. Tu vois le bonheur dans chaque détail de la vie. Ça me fait grave plaisir. Strong Woman Only, Queen Phoenix. Il faut bien toucher le fond pour prendre son meilleur élan pour rebondir et aller de l'avant. C'est pas une question, mais une façon de dire qu'on peut toujours remonter en temps difficile. Totalement d'accord. Est-ce que ton ex a toujours été comme ça et tu refusais de le voir ou il a changé petit à petit? En fait, comme je l'ai dit avant, pour moi, il y avait des petites choses qui n'allaient pas, mais plus dans un sens où... je ne savais pas si on allait forcément rester en couple ou je ne savais pas si on allait continuer à travailler ensemble, mais je ne me disais pas forcément qu'il allait faire des dingueries de ce style-là en fait. Par exemple, on n'avait pas la même façon d'envisager les finances. Si je me suis retrouvée avec des dettes, c'est parce que c'est lui qui était censé gérer le côté administratif et financier, parce que il a une licence de gestion et qu'il était en mode, tu sais, c'est moi qui gère tous les trucs d'impôts, de cotisation, patati patata pour mes parents. Donc, moi, franchement, ça ne me pose pas du tout de problème de gérer ça pour toi. Toi, tu es très créatif, tu as toujours 25 000 idées. Je préfère gérer cette partie-là. Et puis toi, tu as tout l'espace mental pour pouvoir gérer tout ce qui est créatif, machin, patati patata et tout. Et en fait, je commence à me rendre compte que financièrement, on n'avait pas forcément les mêmes objectifs et même d'un point de vue de travail parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres. Donc, je gagne très bien ma vie. Et pour autant, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, vous ne m'avez jamais vu aller me trimballer avec des sacs Dior ou bien des sacs Louis Vuitton, des choses comme ça parce que ce n'était pas ma notion de vivre ma best life, vous voyez. Quand j'ai commencé à avoir des bêtes de salaire, etc., je ne me suis pas dit « Oh, wow, je vais aux Galeries Lafayette. Oh, wow, je vais au printemps faire du shopping. » Je me suis dit « Wow, toutes les thérapies que j'ai toujours voulu faire, bam, bam, bam. Est-ce qu'on va pas poser nos fesses en thérapie? Est-ce qu'on va pas poser nos fesses en thérapie? » Enfin voilà, c'était grave mon mood, vous voyez. Genre me dire, ah, il y a cette personne, je vois son travail depuis longtemps, c'est 90 € la séance. Eh ben, me dire que je paye 90 € la séance 2 fois par semaine, que je paye un Uber aller-retour pour les 4 fois du coup, que voilà, que je m'en fous du montant, je fais ma petite thérapie. Quand on m'a diagnostiqué mon lymphodème primaire, le fait que j'ai un pied qui soit un peu gonflé, me dire « Ah, je paye mon petit Uber, je vais faire mon drainage lymphatique japonais. Pendant que je suis dans le coin, je vais dans des petites épiceries fines acheter des petites choses que j'aime bien. Ensuite, je reprends mon Uber pour rentrer chez moi. Clac, clac, clac. » C'était ma notion de vivre ma best life, vous voyez. Genre, à aucun moment donné, je me disais ouais, waouh, j'ai envie d'aller claquer mes thunes dans du Chanel, dans du Dior. » Mon argent, il a toujours été, même si c'était des choses coûteuses, mais investi en moi-même. Ce qui fait que ça a causé aussi, je pense, une séparation avec Onze Petit Gros. Parce que la personne que j'étais au début de notre relation, ben, à force de thérapie, à force de travailler toutes les choses qui ne vont pas, tu vois plus clairement qui tu es, tu vois plus clairement vers quoi tu as envie de tendre et tu te rends compte que où cette personne-là se dirige, c'est pas forcément où toi tu as envie de te diriger. C'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue de travail, là où lui, il était en mode « Waouh, on a réussi à faire tant de chiffre d'affaires, eh ben, on va essayer de faire le double, le triple, le quadruple, machin. »
moi j'étais en mode, mais pourquoi faire en fait? Tu vois, genre on est là, on vit très bien, on vit très bien. Genre, pourquoi et tout. Vous voyez, moi quand j'ai commencé à gagner des bêtes de sous, ben j'ai fait quoi? Je me suis acheté un matelas de Palace à 2800 €, un canapé 7 places à 1700 €, un four de malade qui fait plein de trucs. Mais je veux dire, c'était des choses que j'investissais genre pour moi, pour notre bien-être, pour notre confort. Ça n'a jamais été dans des trucs de luxe, bref, des choses comme ça. À partir du moment où moi, j'ai voulu recommencer à prendre, enfin, à gérer moi-même les finances, j'avais mis de l'argent de côté. En 2 mois, je crois que j'avais mis 7000 € de côté. C'était vraiment tout un truc où je lui disais, tu sais, je me rends compte vraiment que professionnellement, on ne veut pas les mêmes choses. Donc déjà, j'ai pas forcément envie qu'on continue à travailler ensemble. Et puis même aussi, je me posais des questions sur l'influence. Je pense que ça fera l'objet d'une toute autre vidéo parce que je pense que je serai capable de parler très longtemps sur ce sujet-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait des petites choses qui me montraient que je n'avais pas possiblement envie de finir ma vie avec lui. Mais enfin, comme vous pouvez le voir, enfin, pour moi, il y a une différence de ouf entre quelqu'un qui claque des thunes parce qu'il aime aller s'acheter des parfums et des vêtements au Galeries Lafayette, des trucs comme ça, ou bien tous les 4 matins qui a envie d'aller manger du homard ou du caviar ou d'acheter du champagne ou des trucs comme ça. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui te dit « profite, il te reste 72 heures à vivre », tu vois. Donc, je pense que je ne pourrais pas l'expliquer différemment sur le fait que j'ai été extrêmement choquée de tout ça. Phoenix Queen, j'adore. Comment as-tu fait le deuil de la famille que tu construisais, conventionnelle, papa, maman, etc. Je pense que je voulais une famille conventionnelle, mais je voulais surtout quelque chose de sain. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que je voulais toujours qu'on travaille ensemble, est-ce que je me voyais toujours continuer ma vie avec lui, etc., ce genre de choses-là, je me disais que être dans un mode de séparation où je suis heureuse de mon côté, il est heureux de son côté, ça donne des enfants qui sont heureux en voyant que la dynamique familiale fonctionne bien, même si les 2 parents sont séparés. Franchement, je pense que j'ai fait ce deuil-là quand j'ai eu l'impression que malgré tous les efforts que je fournissais, ce n'était jamais assez pour lui. Et je me suis dit, ben, en fait, autant qu'on soit séparés et heureux, tous les deux, en fait. Voilà, donc j'ai fait le deuil assez, je vais pas dire assez tôt, mais, enfin, pas assez tôt dans la relation. On va dire que quand ça a commencé à ne pas aller, à ce moment-là, j'ai fait ce deuil-là plus ou moins tôt. Bonjour, pourquoi avoir exposé cet homme sur les réseaux malgré tout le mal qu'il vous faisait? Alors, c'est une question qui me pose un problème dans le sens où j'ai l'impression que les gens ont du mal à réaliser que quand je le montrais sur les réseaux, je ne savais pas qu'il crachait sur moi à ses amis. Moi, la seule chose que je voyais, c'était quelqu'un qui m'ouvrait son cœur de façon vulnérable en m'expliquant les traumas de son passé, ses amis qui ne sont pas gentils avec lui et le fait qu'il trouve que je suis une meuf qui déchire et une maman exceptionnelle. Enfin, voilà, moi, je voyais ça. Donc, quelle raison j'avais de ne pas le montrer sur les réseaux? Enfin, je montrais juste mon mec, en fait. Donc, voilà. Et déjà, à partir du moment où professionnellement, j'ai commencé à prendre mes distances par rapport à lui, vous ne le voyez plus. Vous le voyez, mais de façon genre anecdotique. Genre, je montre quelque chose et il est sur le plan, donc genre, je ne vais pas faire exprès de filmer pour qu'on ne le voit pas. Mais en tout cas, de moi-même, je ne cherchais pas à le montrer ou l'exposer ou quoi que ce soit. Avez-vous des rituels pour remonter la pente, pour rester positive et souriante? Ça renvoie toujours au même truc. Pour moi, quand on se connaît, on sait les choses à prioriser dans son quotidien pour maintenir une certaine joie de vivre. Parce qu'en fait, on sait quelles sont les actions, les trucs à faire qui nous font genre vraiment fondamentalement plaisir dans la vie de tous les jours. Courage et soyez bénis. Merci beaucoup. S'il y a un cheminement vers la paix et la relève, quel serait-il à peu près? Encore une fois, je pense que ça, c'est une question qui mériterait peut-être une vidéo à part entière, mais je dirais vraiment que pour moi, la paix, c'est accepter qu'on ne peut pas changer ce qui a été et faire au mieux avec les cartes qu'on a entre les mains, en fait. Vous voyez? Donc,
voilà, je dirais que pour moi, en tout cas moi, c'est ce qui m'a apporté beaucoup de paix. Et ben, on s'en relève beaucoup plus facilement quand on est apaisé dans sa vie de tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment fais-tu de tes difficultés une force? Je pense que tout ce que j'ai dit depuis toutes les 5 dernières vidéos que j'ai postées, je pense que ça répond quand même à la question. Mais je pense que j'ai une faculté quand même à faire le point d'où j'en suis, comme je l'ai déjà dit, et de regarder factuellement ce que j'ai déjà fait et en fait de me féliciter en fait pour ce que j'ai pu faire et pour tout ce que j'ai pu parcourir, tout ce que j'ai pu effectuer. Donc du coup, vu que je célèbre régulièrement mes petites victoires, même si c'est des petites choses, c'est plus facile pour moi en fait de me dire que j'ai des forces en fait, d'être consciente des forces que j'ai. Coucou, tu le mettais en avant culinairement, j'ai pas compris à quel moment la situation s'est dégradée. Moi non plus. Vraiment, les amis, je suis tout aussi dépassée que vous à ce stade. Je vis des moments difficiles en France, mes traumas en Martinique me paralysent. Alors, il y a retour, ouais, point d'interrogation. Je pense que c'est quelqu'un qui disait que elle se demande si elle devrait retourner en Martinique ou pas. Je n'ai franchement pas de réponse parce que moi, je suis retournée, comme j'ai expliqué, parce que c'était ce qui était plus sécurisant pour moi et je pensais repartir dans le même ballon parce que j'avais un appartement qui était disponible pour moi, etc. et tout. Donc, à vrai dire, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je pourrais pas conseiller est-ce qu'il faut retourner à un endroit où il y a ces traumas. Je dirais que quel que soit l'endroit où on choisit d'être, que ce soit rester où on est ou retourner à un endroit où on a déjà vécu des choses difficiles, il faut être prêt à travailler sur soi, en fait, peu importe. Parce que la réalité, c'est que j'aurais été à Paris, il aurait quand même fallu que je travaille sur moi-même. En étant ici, il faut que je travaille sur moi-même. Alors, certes, c'est sur des choses qui sont totalement différentes, mais ça reste quand même du travail sur soi. Donc, je serais mal placée. Il me faudrait éventuellement peut-être plus d'éléments précis pour répondre plus précisément. J'ai perdu un proche, des conseils pour traverser le deuil sans crise d'angoisse. Honnêtement, concernant le deuil, j'ai vraiment pas de conseils. Je crois qu'à l'époque où j'avais perdu mon oncle, j'avais peut-être fait des vidéos ou une vidéo, je sais pas, sur le deuil. Si jamais je la retrouve, je la mettrai en barre d'informations. Sinon, tapez dans la barre de recherche The Prettiest New Deuil pour voir si vous tombez sur quelque chose. Mais moi-même, ça reste très abstrait pour moi. Je pense que ce qui est facile dans mon deuil, c'est que je dois m'occuper des enfants. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je me préoccupe beaucoup de mes rêves à réaliser. Parce qu'en fait, j'ai ce truc de me dire que ma petite sœur est partie et elle n'avait pas réalisé ses rêves. Et c'est quelque chose que je trouve très triste et très grave. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Donc, je suis vraiment focus dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des moments dans la journée où je vais pleurer parce que ce soit des choses positives ou négatives, vous voyez, parfois, il y a des trucs positifs qui m'arrivent. Et c'est à elle que j'ai envie de partager ça. En fait, j'ai pas envie de le partager avec mes amis. J'ai envie de lui parler à elle de ces trucs-là et elle n'est pas là. Donc, j'ai pas de... Je dirais vraiment s'occuper l'esprit. Pour le moment, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de m'occuper l'esprit. Et voilà. Et quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Donc voilà. J'ai pas d'autre solution. Le lâcher prise, comment fais-tu? Je t'admire. C'est gentil. Mais le lâcher prise, alors je vais vous embêter avec ça, vraiment. Mais vous savez, je pense que à partir du moment où j'ai fait ma roue de la vie, quand c'est posé noir sur blanc, les choses que tu ne peux pas changer, genre factuellement, tu peux rien faire par rapport à cette situation-là, ben ça te sert à rien de cogiter dessus, en fait. Donc, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai posé dans toutes les sphères de ma vie, quelles sont toutes les choses que je ne peux pas changer, toutes les choses sur lesquelles je peux avoir une action, genre envoyer des papiers, faire des thérapies, faire des ci, faire des ça, voilà, et d'autres choses où je peux rien faire de rien, ça m'a vraiment donné, je ne vais pas dire un lâcher prise total, mais en tout cas,
genre on va dire quand même 70 à 80% de lâcher prise sur ma situation. Pas de questions, juste des bisous. Merci, merci. Bonjour Céline, félicitations pour ta bravoure et ton courage. Tu es parmi nous sur ton île avec tes enfants. Oui. Alors, elle me demande où j'ai trouvé ce courage et est-ce que ça n'a pas impacté mes 2 enfants, le fait qu'on s'enfuit comme ça au milieu de la nuit. Pour moi, le courage, ben, forcément, c'est avec les 2 enfants parce que ben, t'as pas le choix pour eux si tu veux leur donner une vie meilleure, voilà, une vie tout court, j'ai envie de dire. Et puis aussi, le fait que je rassurais souvent Myriam en lui disant que j'allais m'en sortir, que j'allais trouver une solution, que j'allais trouver quoi faire, comment faire, etc. et tout et tout. Donc, je dirais que c'est surtout ça. J'espère qu'il a cessé son harcèlement. Absolument pas. Mais est-ce que ça va nous empêcher d'avancer? Non. Comment te remettre d'un éventuel manque de confiance en soi par la suite? Je dirais travailler sur soi. Encore une fois, avoir un suivi avec quelqu'un de confiance, etc. Et puis, se laisser du temps. Se laisser du temps parce que, ben, forcément, quand c'est une confiance qui a été ébranlée sur plusieurs années, où tu te rends compte que, en fait, même des éléments genre qui étaient positifs, en fait, il y avait des mensonges derrière, il y avait de la manipulation, des choses comme ça derrière, forcément, ça impacte ta confiance en toi parce que tu te dis, mais frère, et puis je n'ai rien vu. Genre, j'ai pas senti qu'il y avait un truc chelou, etc. et tout et tout. Donc, c'est quelque chose qui se regagne au fur et à mesure. Et je pense qu'il faut être patient envers soi-même, se donner le temps de, pour moi. C'est surtout ça. Est-ce que tu pourras refaire confiance à quelqu'un? Alors, totalement, je me dis pas que je vais jamais refaire confiance à quelqu'un dans ma vie. Maintenant, c'est clair que c'est pas mon objectif principal. C'est pas ce que je recherche, voilà. Financièrement, comment tu gères? Mais ça va, j'ai mes difficultés, comme n'importe quelle maman solo. Mais globalement, ça va. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je vais faire une vidéo complètement séparée dessus. Mais on va dire que ça va. As-tu peur dans les lieux publics de le voir apparaître? Alors avant, systématiquement, mais c'est une peur qui s'est estompée au fur et à mesure. Il y a des petits moments comme parfois il fait des petites pics, des petits trucs machin où je peux avoir peur de me dire mince, si jamais je le croise en Martinique. Mais globalement dans la vie de tous les jours je suis plutôt sereine. Là où avant j'avais peur de le voir débarquer à n'importe quel moment, maintenant c'est on va dire que je ne fais presque plus de cauchemars comme ça, donc c'est déjà plutôt bien. Tu ne souffres pas de stress ou d'angoisse, de stress post-traumatique? Alors, je pense que oui. Après, la psychologue que je vois, ce n'est pas une psychologue qui pose ce type de diagnostic, il me semble. Mais je pense que oui. Comment s'attendre à du positif et ne pas avoir peur de l'avenir? Alors moi, je trouve que j'arrive à m'attendre à du positif parce que je trouve que je suis quelqu'un qui est rempli de ressources. Et que je trouve que tu me donnes ça, je fais ça, tu vois. Donc, c'est vrai que ça me permet d'avoir genre grave confiance en l'avenir. Et puis, mes enfants, genre, je trouve que c'est des sources d'amour. Ils sont là comme des espèces de petits soleils, comme des... Enfin, voilà. Genre, on dirait que t'as emprisonné un mélange du soleil et de l'amour et que tu t'es dit, je vais mettre ça dans un petit corps. Donc, forcément, ça aide. Est-ce que les démarches contre le père avancent? Franchement, petit à petit. Je pense que j'en parlerai quand tout ça sera loin derrière moi, mais on va dire que ça prend son temps. Voilà. Es-tu heureuse d'être rentrée en Martinique? Est-ce difficile par rapport à ton métier d'influenceuse? Je suis contente d'être là. À partir du moment où j'ai trouvé mes marques, j'ai été contente d'être là. Par rapport à mon métier d'influenceuse, je pense qu'avant, je me disais que ça aurait été difficile, mais maintenant, je vois les choses totalement différemment. Après, comme je vous ai dit, je pense que je ferai une vidéo séparée sur mon travail, etc., ce genre de choses-là. Parce que c'est une vidéo qui risque d'être vraiment bien longue. Mais c'est pas plus difficile que ce que je pensais. Est-ce que tu t'es remis en couple? Absolument pas. Alors, j'ai eu cette question-là, mais après qui ont suivi, j'ai eu aussi comment ça se passe dans ton nouveau couple, est-ce que tu arrives à faire confiance à ton nouveau compagnon, etc. Alors, pour moi, j'englobe le tout dans plus ou moins la même question.
Je ne me suis pas remis en couple. Et c'est pas ma priorité. Et en fait, je pense que les gens gèrent leur trauma différemment. Vous savez, il y a des gens qui vont vivre des trucs traumatisants et puis la vie va faire qu'ils vont tomber sur quelqu'un peut-être relativement rapidement après et puis ils vont se remettre en couple, machin. Moi, les gars, il faut me laisser le temps de souffler. Il faut me laisser le temps de souffler. Voilà, donc ça fait vraiment pas partie de mes priorités. Et puis, ensuite, je ne sors pas forcément beaucoup, donc c'est pas non plus comme si j'ai la faculté de rencontrer plein de monde. Je ne suis pas non plus le genre de personne dans lesquelles il y a des gars qui glissent dans les DM. Alors, ça peut arriver une fois comme ça, mais voilà, je ne suis pas la personne à qui ça arrive. En même temps, tant mieux, parce que souvent, les filles à qui ça arrive, elles reçoivent aussi des dick pics, etc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilou. Et en plus de ça, alors ça, c'est quelque chose de totalement subjectif, mais je ne pense clairement pas être le type de l'homme martiniquais. Donc, je pense que je vais refaire ma vie, oui. On verra avec qui, au moment venu, etc. Tu laisses le père te contacter pour parler aux enfants. Est-ce que ça t'affecte d'entendre sa voix? Il ne cherche pas à avoir des contacts avec ses enfants. Comment garder espoir que l'amour sain existe? Parce que je me dis que j'existe déjà. Et mes enfants existent et ça me suffit amplement. Je me dis, si on est là tous les trois, c'est que forcément il y en a d'autres tout pareil comme nous. Genre, on n'est pas unique en d'autres genres, quoi. Comment ne pas douter de sa valeur? Alors, pour moi, je vais dire que c'est quand même très simple parce que d'un point de vue factuel, dans mon ancienne vie, comme j'aime à l'appeler, c'est moi qui payais le loyer, qui payais l'électricité, qui payais les charges, qui payais les abonnements de téléphone, que ce soit le mien ou celui de Hans Petit Gros. C'est moi qui ai meublé la maison, etc. Et en fait, il faut savoir qu'on avait un système où on fonctionnait, où on travaillait ensemble et je lui avais proposé de le rémunérer comme n'importe quel manager, etc. Et tout serait rémunéré. Et il avait refusé en me disant « Ah, mais non, c'est la famille, patati patata, je ne veux pas que tu me reverses ce salaire, blablabla, tout ça et tout. » Je me suis rendu compte par la suite que c'est simplement parce que ça l'arrangeait. Parce que, ben, en vrai, même en gagnant très bien ma vie, ben, en versant un faible pourcentage de ce que je gagne à un manager, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça ne permettait pas à cette personne-là de se dire « Ah ben vas-y, je vais m'acheter une Lamborghini », tu vois. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour lui que je ne le rémunère pas et qu'au final, il se serve sur mon compte où il y avait tout l'argent, plutôt que je le rémunère et qu'il soit limité à une somme qui pour lui était dérisoire, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu des grands goûts, patati patata. Mais du coup, j'ai pas vraiment de mal à douter de ma valeur parce que pendant toutes ces années-là, c'est moi qui ai tout fait, en fait. C'est moi qui ai tout fait. Même quand j'étais enceinte, que je voulais moins travailler, que lui, il voulait reprendre ses études, donc ne pas travailler avec moi, etc. et tout, c'est quand même moi qui supportais financièrement tout le foyer, etc. et tout. Tout ça pour que sa formation, il ne la continue pas parce que je ne faisais pas les devoirs à sa place et que comme il avait trop honte de dire aux gens de sa formation qu'il n'arrivait pas, qu'il avait peur, qu'il manquait de confiance en lui, etc. Il a préféré dire aux gens « Ah, ma femme est enceinte, je dois m'occuper d'elle, patati patata ». Mais en tout cas, tout ça fait que je ne vais pas douter de ma valeur alors que tout ce que j'ai eu, alors certes, tout ce que j'ai perdu, mais c'est moi qui l'ai construit en fait. Donc, voilà. Et moi, j'ai pas de questions, plutôt un constat. Vous êtes une femme tellement incroyable. Merci, c'est super gentil. Comment tu fais pour ne pas devenir amère après tout le mal qu'on t'a fait? J'ai quand même la haine envers ce qu'il a pu faire aux enfants. Aussi le manque de réaction de sa famille quand j'ai demandé de l'aide, etc. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit « Ah, mais quand tu as eu des problèmes avec lui, pourquoi tu as demandé de l'aide à sa famille ?» Mais il faut savoir que, par exemple, pour des problèmes d'addiction, ce genre de choses-là, n'étant pas mariée, j'avais très peu de manœuvres légales pour qu'ils reçoivent de l'aide. Donc, il aurait fallu que ce soit ses parents, ses frères et sœurs, etc., qui entament ce type de démarche-là, où j'aurais pu éventuellement le faire, mais ça me demandait de faire beaucoup de choses administrativement parlant. Et
j'avais beaucoup de difficultés à me déplacer avec les 2 enfants en bas âge. J'avais pas le permis, à cette époque-là, je n'avais pas de poussette. Donc voilà, c'était un amoncellement de petites choses comme ça, mais qui compliquaient la tâche. Donc, je pense que c'est en laissant le temps au temps et en discutant de ça avec ma psy que ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il t'a reproché de nous avoir tout dévoilé? Alors oui, et puis il a dit bien entendu que c'était des mensonges et qu'il pouvait m'attaquer en diffamation, blablabla, tout un tas de choses comme ça. De toute façon, moi je les ai, les messages, où il dit qu'il est super désolé de ce qu'il a fait aux enfants, qu'il n'arrive pas à se regarder devant une glace tellement il a honte de lui, patati patata, bref. Je veux dire, il a juste de la chance que je ne sois pas quelqu'un qui ait envie de laver son linge sale en public parce que j'aurais pu mettre beaucoup de choses. Donc voilà. Pas de questions, juste félicitations. C'est pas toujours évident ce genre d'expérience, clairement. Et la dernière question, c'est coucou ma queen. J'aime trop. J'aimerais savoir si tu as enfin pu trouver un appartement. Tu es tellement forte. Alors non, pas encore. Mais écoutez, encore une fois, j'ai lâché prise par rapport à ça en me disant que j'ai fait toutes les démarches pour avoir un logement social. Quand on va me recontacter. Si mon dossier est sélectionné, mon dossier est sélectionné. Si j'ai un appartement en faisant le nécessaire, moi, en mettant assez d'argent de côté pour pouvoir prendre mon appartement, le meubler, ceci, cela, et puis continuer. Et bien, je ferai ça tout simplement en cherchant dans le privé, mais j'ai arrêté de me mettre une pression de dingue, machin, parce que ça me sert à rien en fait. Donc voilà. Donc ça viendra quand ça viendra. Je pars du principe que toute chose se fait au moment parfait. Donc voilà, je reste sereine par rapport à ça. Et je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà maxi longue pour cette deuxième FAQ. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.